Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1 pour cette grande interview. Vous êtes le vice-président d'Horizon, qui est le parti d'Édouard Philippe. Et puis vous êtes évidemment le maire de Nice. On va parler des législatives, on va parler de l'accord LR-RN, on va parler d'économie évidemment. Mais on va tout d'abord parler de ce qui s'est passé le week-end dernier à Courbevoie. Et vous organisez aujourd'hui à Nice un rassemblement contre l'antisémitisme après cet abominable viol d'une petite fille à Courbevoie, ciblée par ses agresseurs parce qu'elle est juive. Comment en est-on arrivé à ce qu'en France, des garçons de 13 ans violent une petite fille de 12 ans car elle est juive? Je ne vous cache pas que je suis anéanti par le calvaire qu'a pu subir cette jeune fille, comme sans doute la plupart des papas, des mamans. Je suis papa moi-même d'enfants, de filles d'ailleurs, et grand-père de petites filles. En tant que citoyen, depuis 48 heures, avec mon épouse, nous le vivons très douloureusement. Mais franchement, très douloureusement. Et j'imagine la douleur que tous les Français qui se reconnaissent peuvent ressentir. Il y a de l'effroi, il y a de la colère, mais voilà, quand on pense que des parcs dans certaines cités ne sont plus des refuges aujourd'hui, alors qu'en sortant de l'école, c'est là que on doit trouver des temps paisibles, c'est pas un fait divers, c'est un révélateur. C'est ça la réalité, un révélateur de violence, un révélateur d'antisémitisme, un révélateur de misogynie. Aujourd'hui, on traite des jeunes filles enfants comme des objets sexuels. Et moi, j'y vois des familles qui ont complètement renoncé dans l'éducation et qui laissent leurs enfants devenir de véritables prédateurs. Elle a été choisie parce qu'elle est juive. Quelle est la part de responsabilité de ceux qui ont un discours, si ce n'est antisémite, du moins frôlant l'antisémitisme, voire antisémite parfois? Et quelle est la part de responsabilité de l'extrême gauche? Mais d'abord, la part de l'extrême gauche est considérable. Depuis Mélenchon jusqu'à Rima Hassan, qui ont banalisé le pogrom du 7 octobre en Israël, qui n'ont cessé d'avoir des postures et des attitudes où on a voulu faire d'un mouvement terroriste, au fond, un espèce d'élan national pour la création d'un État, alors que le sujet était d'anéantir ce terrorisme qui s'est comporté de manière barbare et qui a rappelé les heures les plus sombres de ce qu'on a pu vivre à la moitié du siècle dernier. Comment peut-on encore ne pas avoir une législation dans notre pays qui sorte du champ national et de leur droit de s'exprimer sur le champ national des élus censés être des élus de la République et qui ne sont plus des élus républicains du débat public. Ça n'est pas possible. Quand le président de la République dit qu'il veut un temps d'échange pour lutter contre l'antisémitisme, et il ajoute le racisme, et le ministère de l'Éducation nationale rajoute également le sexisme, pourquoi a-t-on autant de mal à ne parler que de l'antisémitisme? Cette pauvre petite fille, elle a été ciblée, choisie par ses agresseurs parce qu'elle est juive. Oui, et c'était une jeune fille aussi. Donc je veux y ajouter les deux dimensions qui s'additionnent, à la fois l'antisémitisme et l'antiféminisme. Parce que l'un et l'autre sont liés dans cette affaire, mais l'antisémitisme prédomine. Bon, c'est très bien que le président de la République propose ça aujourd'hui, mais pourquoi aujourd'hui? Et pourquoi ce président et pas d'autres avant lui? Depuis 2003, j'organise dans mon département déplacements vers Auschwitz, qui ont été parrainés par Simone Veil, par Serge Klarsfeld, par Elie Wiesel et par bien d'autres encore. Des voyages qui m'ont conduit à accompagner près de 15 000, 16 000 collégiens de 14-15 ans, c'est-à-dire le moment où on apprend le cycle de la Shoah au collège ou au lycée. Ceux qui en 2003 étaient accompagnés en décembre, en janvier, par moins 20 degrés, pour voir cette barbarie qui a pu être subie à cette époque.
Je les rencontre quelquefois dans la rue, ils me disent j'ai 28 ans, j'ai 29 ans, j'ai fondé une famille, j'ai un engagement social, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Le temps d'une journée, monsieur le maire, vous vous en rappelez pas, vous me teniez par la main, vous m'avez accompagné là-bas, vous m'avez transformé le temps de 24 heures. Pourquoi doit-on toujours s'appuyer sur des collectivités qui prennent l'initiative sans que les gouvernements successifs ne s'en soient souciés, alors que l'antisémitisme est rampant de toute façon dans la nature de notre pays de tout temps. On l'a vu dans l'affaire Dreyfus, puis il y a eu la guerre de 14, on l'a vu dans les années 35-36 ressurgir progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à la Shoah. On a donné enfin une terre avec les Nations Unies en 1948 à ces gens qui n'en avaient pas depuis plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, on voit cet antisémitisme qui ressurgit. D'où il vient ? Comme il a ressurgi de tout temps. Mais il ressurgit tout simplement parce que il y a un espèce de rejet latent. De la part de qui ? Mais de la part de gens qui, tous les jours, y compris vis-à-vis de leurs voisins, même s'il n'est pas antisémite, sont prêts à envoyer une lettre anonyme pour dénoncer la nouveauté au fisc, par rapport à une trentaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays ? C'est pas l'oubli. Oui. L'oubli, tout doucement. On a des parents qui ont vécu, des grands-parents qui vous transmettent la mémoire. Moi, je me rappelle de Simone Veil et d'Elie Wiesel dans l'amphithéâtre du Centre universitaire méditerranéen à Nice, que je réunissais justement pour des travaux conclusifs de ces voyages, il y a une dizaine d'années de cela, et qui dit regardez ces 600 collégiens en leur disant, vous savez, nous on va disparaître. Et donc notre mémoire va disparaître, notre témoignage va disparaître. On vous demande d'être à votre tour des témoins. Eh bien, le drame dans notre pays, c'est qu'on n'a pas su faire des témoins au moment où les vrais témoins d'origine disparaissent. Il est temps de revenir à ces fondamentaux. On va parler des législatives à présent dans notre tout dernier sondage Opinionway pour CNews Europe 1 et le JDD, le Rassemblement National, avec la partie LR qui est LR Ciotti et LR RN compatible, est à 35%. Jordan Bardella est en route pour Matignon. Christian Estrosi. Si les sondages disent vrai... Plus 3 points en une semaine pour les candidats RN et alliés. Ça pourrait ne pas faire de doute. C'est la règle de la Ve République, la formation politique qui, lors d'une élection législative, arrive en tête. Le président de la République la convoque et lui demande de lui proposer le nom du Premier ministre, et puis on prend le Premier ministre. On l'a toujours vécu sous la Ve République, que ce soit avec Giscard, avec Mitterrand, avec Chirac, qui ont été, au fond, les derniers à faire des septennats. Et si vous regardez bien les choses, Macron est en train d'achever un premier septennat. Bon, vous avez écrit, si un Premier ministre issu des extrêmes est nommé, bon, on comprend que c'est Jordan Bardella, il faudra, dès le 8 juillet au matin, que les hommes et femmes qui se reconnaissent dans un arc républicain se mettent au travail ensemble. Ça veut dire quoi, le RN est républicain ? Je n'ai pas tendance à avoir cette considération lorsque je vois le programme. Alors, quelle est la mesure qui fait, selon vous, que le RN n'est pas un parti républicain ? Une mesure qui fait qu'elle sort, comme on dit, du champ républicain. Qu'il sort du champ républicain ? Mais lorsque, vous savez, vous avez un excellent confrère, et vous-même, vous êtes et un grand journaliste et sur un grand média, aujourd'hui, je vois bien ce qu'on cherche à entretenir. Un débat frontal entre LFI et le Rassemblement National, comme si le reste n'existait pas. Une élection législative, pardon... Là, vous dites que ce n'est pas dans le champ républicain. Quelle est la mesure du RN qui n'est pas républicaine ? Mais quand on est un grand républicain, on fait de la pédagogie. On explique aux gens. Vous avez eu une grande loi sur l'immigration qui a été débattue, présentée par le gouvernement, et où une majorité de voix a permis son adoption avec des mesures de très grande qualité, notamment face aux problèmes migratoire, à la minorité d'excuses, etc., etc. Et vous aviez des voix qui venaient à la fois des Républicains, de la majorité présidentielle, du Rassemblement national. 30% de ces mesures qui pouvaient
apporter vraiment des réponses efficaces ont été annulées par le Conseil constitutionnel. Et quand l'URN met dans son programme, vous savez, nous on arrive, on rase gratis, et on va mettre ça en place, en laissant de côté qu'il y ait une constitution, qu'il y a des institutions démocratiques qui souvent sont des obstacles, et j'en suis moi-même victime, puisque j'essaie d'imposer la reconnaissance faciale contre tous les fichiers S, contre tous les délinquants sexuels extrêmement dangereux, avec le plus gros réseau de caméras de vidéosurveillance dans ma ville. Et systématiquement, la CNIL, qui est cette institution poussiéreuse qu'on nous impose depuis 1978 et que la Constitution a mis en place autour d'une loi qui s'appelle la loi informatique et liberté, s'oppose à ce que nous puissions disposer de cet outil qui serait redoutablement efficace. Eh bien, c'est mentir aux Français que l'on puisse mettre en place des mesures qu'on ne pourra pas mettre en place, sauf à faire un coup d'État et à dire je supprime le Conseil constitutionnel et puis je vais faire ce que je veux. Eh bien, je dis que ça n'est pas être un républicain que de pas faire procéder des promesses qu'on ne peut pas tenir, c'est pas républicain, c'est ça. Par pédagogie, en disant voilà ce qui est possible, voilà ce qui ne l'est pas. Et pour ce qui n'est pas possible, voilà les voies qu'on pourrait emprunter. C'est-à-dire ce que des gens qui ont un peu d'expérience et qu'on trouve chez les Républicains, qu'on trouve à Horizon, qu'on trouve chez des gens qui ont déjà une expérience de gouvernement et qui font des propositions extrêmement fortes et qui sont aujourd'hui prêts, y compris au centre-gauche, chez Manuel Valls, chez Bernard Cazeneuve. Pour moi, l'arc républicain dont on a besoin de toute urgence doit être fait d'hommes et de femmes qui sont prêts dans un gouvernement d'union nationale pour un sursaut à faire les réformes dont on a besoin. Du second tour. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je me fais pas beaucoup d'illusions quand je regarde ces sondages, bien que je trouve que la grande erreur de ces sondages, c'est de ne pas admettre qu'il puisse y avoir une personnalisation de la relation entre une candidate et un candidat, et chacune des 577 On dit que ce sont 577 élections, les législatives. Et ça n'est pas une élection à un tour à la proportionnelle. Évidemment. Et ça, on ne l'explique pas aux Français. Vous êtes, on le fait à l'instant, vous êtes... grâce à vous, merci. Vous êtes vice-président d'Horizon. Vous êtes un homme politique écouté. En cas de duel RN-LFI, quelle est votre consigne ? Au second tour. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent? Est-ce que vous imaginez un seul instant que ce matin, alors que j'ai des candidats en campagne pour arriver en tête ou en seconde position pour s'assurer d'un duel au deuxième tour qui nous donne toutes les chances de l'emporter, je vais prononcer un mot, un choix qui... d'une manière ou d'une autre, risquerait de mettre en difficulté les candidats que je soutiens. Eh bien, je ne me prononcerai pas avant le soir du premier tour. La seule chose, c'est que j'ai toujours pris la décision qui me paraissait la plus républicaine. Moi-même, j'y ai été confronté lorsque, en 2015, j'étais candidat à la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que j'avais en face de moi Marion Maréchal-Le Pen. J'ai d'ailleurs un arc républicain qui s'est constitué et en moins de 8 jours, alors qu'on me donnait à 45% deuxième tour et elle à 55% deuxième tour, il se trouve qu'au deuxième tour, nous l'avons emporté et j'ai pris la présidence de cette région face à Marion Maréchal. Donc je n'exclus rien sur des deuxièmes tours personnalisés, circonscription par circonscription, ou sur des face-à-face, là où il y aura une attitude la plus républicaine qui restera déterminée le soir du 30 juin, mais pas avant, pour ne pas mettre en difficulté les candidats républicains que je soutiens. Vous venez du parti Les Républicains. Comment avez-vous vécu la décision du président des Républicains, Éric Ciotti, de faire alliance avec le RN ? Mais le président de la République a dit « Je prononce une dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une clarification dans ce pays ». Ben voyez-vous, il se trouve que nous, on n'avait pas besoin de clarification sur ce qu'était Éric Ciotti dans le département des Alpes-Maritimes. Parce qu'on l'a vu passer par toutes les couleurs. Ça a été celui auquel j'ai confié une circonscription en 2007, croyant que c'était un UMP ancré dans des valeurs gaullistes comme les miennes, très profondément. Puis ensuite, je lui ai passé le relais à la présidence du département des Alpes-Maritimes. Puis après, il a trahi Sarkozy. Il a trahi Fillon,
et il a trahi Pécresse. Il a fait la danse du ventre avec Macron et avec Gabriel Attal pour essayer d'avoir un Marocain au sein du gouvernement. Et en même temps, il était déjà dans son espèce de dessein, parce que dès 2022, on ne l'a jamais dit. Mais certains disent que c'est la vraie droite, et qu'en réalité, cette alliance, RN-LR, c'est le RPR des années 90. C'est drôle, il avait ni candidat Reconquête, ni candidat du Rassemblement national face à lui à l'élection législative. C'était il y a 2 ans, en 2022. On trouvait ça tout à fait normal. Il avait déjà passé ses accords. Quelque part, c'était un petit Pierre Laval, tout simplement. Aujourd'hui, Pierre Laval. Ce pas que nous savions qu'il franchirait et qu'il avait déjà franchi dans sa tête, chez nous, on le savait. Il l'a fait définitivement, et nous voyons bien qu'il n'a pas emporté les Républicains au Rassemblement national. Il est rentré au Rassemblement national. Éric Ciotti est Rassemblement national. Il y a 2 députés des Républicains qui sont passés au Rassemblement national. Ils sont tous les 2, un à l'est, un à l'ouest de Nice. C'est son binôme dans un binôme du conseil départemental. Ok, c'est ici, nulle part ailleurs. Donc, ils sont passés avec armes et bagages. Mais quand on est président de la famille politique du général de Gaulle, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, qu'on a fait un hold-up pour apporter avec armes et bagages, ou tenter d'apporter avec armes et bagages, la famille qui représente un si grand héritage et dont nous sommes nombreux, qu'il a mis dehors au cours des dernières années parce que nous étions trop encombrants pour défendre ces valeurs du gaullisme, eh bien aujourd'hui, tout est dit. Mais je dis à Marine Le Pen, là où il a trahi tout le monde, elle a beaucoup de soucis à se faire, beaucoup d'inquiétudes, et je dis aux électeurs du RN, que je respecte parce que je ne désespère pas de les convaincre, qu'ils ont intérêt à se méfier de cet accord contre nature. Merci beaucoup Christian Estrosi, 8h30, bonne journée à vous, c'était votre grande interview. Merci.